Et si la raison pour laquelle tu n'es pas encore riche n'avait rien à voir avec ton salaire, ton diplôme ou la ville où tu es né? Et si tout se jouait ailleurs, dans un endroit que personne ne t'a jamais appris à observer? Bob Proctor, l'un des plus grands enseignants en développement personnel et en richesse mentale du XXe et du XXIe siècle, répétait une chose simple mais dérangeante: tu ne deviens jamais plus riche que l'image que tu as de toi-même. La plupart des gens passent leur vie à essayer de changer leurs résultats sans jamais toucher à la cause réelle, celle qui se cache dans leur esprit. Moi, Sabona, j'ai longtemps cru que la richesse était une question de chance, de relation ou de timing. J'ai découvert, en étudiant ces principes et en les appliquant dans ma propre vie, qu'il existe en réalité des disciplines précises, presque mécaniques, que les gens riches appliquent sans même toujours en parler. En 2026, le monde change vite, l'économie devient incertaine, l'information circule à une vitesse folle, mais ces disciplines, elles, restent intemporelles. Si tu es prêt à regarder en face ce qui t'a peut-être bloqué jusqu'ici, voici les 7 disciplines qui peuvent transformer ta relation à l'argent et, plus profondément, ta vie entière. Change ton image de toi-même avant de changer ton compte en banque là. Première discipline est aussi la plus négligée. Tu dois changer l'image que tu as de toi-même avant même de penser à changer tes chiffres. Bob Proctor expliquait que nous fonctionnons tous selon un programme mental installé depuis l'enfance, souvent avant l'âge de 7 ans, et que ce programme dicte ce que nous pensons mériter. Si au fond de toi tu te vois comme quelqu'un qui n'a jamais eu de chance avec l'argent, ton cerveau va, sans même que tu le réalises, saboter chaque opportunité qui contredit cette image. C'est exactement comme un thermostat réglé sur 18 degrés. Peu importe combien tu pousses le chauffage, la pièce reviendra toujours à 18 degrés tant que le réglage n'a pas changé. Beaucoup de gens essaient de pousser le chauffage en travaillant plus, en économisant plus fort, en se privant, mais ils oublient de changer le thermostat intérieur. Si tu commences aujourd'hui à te parler comme quelqu'un de compétent, de capable et digne d'abondance, ton comportement va naturellement s'ajuster pour suivre cette nouvelle image. Tu remarqueras que tu prends des décisions différentes, que tu oses négocier, que tu acceptes moins de compromis qui te diminuent. Je me souviens d'une période où je refusais systématiquement des opportunités intéressantes, non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'une petite voix me disait que ce n'était pas pour moi. Le jour où j'ai commencé à répéter consciemment que je méritais mieux et à agir en conséquence, des portes se sont ouvertes que je n'avais même pas cherchées. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée. Ton image de toi devient ton plafond invisible. Et si ce plafond peut être bas, il peut aussi être repoussé petit à petit par la répétition et la conscience. Cette première discipline est la fondation de toutes les autres, car sans elle, même l'argent gagné finit souvent par repartir. Maintenant que ton thermostat intérieur commence à bouger, il est temps de s'attaquer à ce qui freine concrètement ton argent au quotidien. Maîtrise tes pensées dominantes, pas seulement tes dépenses. La deuxième discipline concerne ce que Proctor appelait tes pensées dominantes, celles qui occupent ton esprit la majorité du temps, souvent sans que tu en aies conscience. Le problème, c'est que la plupart des gens passent leur journée à penser à leurs dettes, à leurs factures, à ce qu'ils n'ont pas. Et ils se demandent ensuite pourquoi ils n'attirent jamais l'abondance. C'est comme arroser quotidiennement les mauvaises herbes de ton jardin en espérant secrètement que des roses vont pousser à la place. Ce n'est pas que penser positivement va faire apparaître de l'argent par magie. C'est plutôt que tes pensées dominantes orientent tes actions. Ton énergie et les opportunités que tu remarques ou que tu ignores complètement. Quelqu'un focalisé sur le manque va voir des raisons d'avoir peur partout. Quelqu'un focalisé sur la croissance va voir des opportunités même dans les périodes difficiles. Statistiquement, des études en psychologie comportementale montrent que les personnes qui pratiquent une visualisation régulière de leurs objectifs financiers ont davantage tendance à prendre des actions concrètes alignées avec ces objectifs, simplement parce que leur cerveau filtre l'information différemment. Si tu passes 10 minutes chaque matin
à penser clairement à où tu veux aller plutôt qu'à where tu es coincé, tu commenceras à remarquer des ressources, des contacts et des idées que tu ignorais avant. Un ami à moi, débordé de dettes après une mauvaise période, a commencé à noter chaque jour 3 pensées tournées vers la solution plutôt que vers le problème. 6 mois plus tard, il avait trouvé un partenariat commercial qu'il dit n'aurait jamais remarqué avant ce changement d'attention. Je n'ai pas de la pensée magique, c'est de la neuroplasticité. Ton cerveau se réorganise selon ce que tu nourris. Reprendre le contrôle de tes pensées dominantes, c'est reprendre le contrôle du logiciel qui pilote toutes tes décisions financières. Une fois que ton esprit travaille pour toi et non contre toi, il devient urgent de poser des fondations concrètes, en particulier autour de la façon dont tu gères chaque euro qui entre dans tes mains. Paye-toi en premier. Sans exception, la 3e discipline est très concrète et beaucoup la connaissent sans jamais l'appliquer réellement, te payer en premier avant de payer qui que ce soit d'autre. L'erreur classique consiste à recevoir son salaire, payer toutes ses factures, ses loisirs, ses envies, et ne mettre de côté que ce qui reste, c'est-à-dire souvent rien du tout. Imagine un agriculteur qui récolterait tout son blé pour le vendre immédiatement sans jamais garder une seule graine pour la prochaine saison. Il n'aurait plus jamais de récolte future, juste un cycle sans fin de survie. Te payer en premier signifie mettre de côté un pourcentage fixe, même petit, dès que l'argent arrive, avant même de penser au reste. Ce n'est pas une question de montant au début, c'est une question de discipline et de priorité mentale. Tu envoies à ton cerveau le message que ton avenir compte plus que ta gratification immédiate. Avec 10% mis de côté chaque mois pendant des années, investi intelligemment, la magie des intérêts composés fait le reste du travail, souvent de façon spectaculaire sur le long terme. Je me rappelle avoir commencé avec une somme ridicule, à peine quelques dizaines d'euros par mois, à un moment où je me disais que ce n'était même pas la peine. Pourtant, cette toute petite habitude a changé quelque chose de plus important que l'argent lui-même. Elle a changé ma relation avec mes propres priorités. Avec le temps, ce pourcentage est devenu une évidence, presque automatique, comme respirer. Cette discipline transforme ta posture. Tu passes du statut de simple consommateur de ton revenu à celui de bâtisseur de ton avenir. Une fois que tu maîtrises ce réflexe simple, il devient essentiel de t'attaquer à ce qui draine silencieusement cette épargne naissante, tes dettes et tes mauvaises habitudes financières. 4. Élimine les dettes toxiques et les fuites invisibles. La 4e discipline consiste à éliminer méthodiquement les dettes toxiques et les petites fuites financières qui passent sous ton radar chaque mois. Une dette toxique, c'est celle qui finance une consommation qui ne te rapporte rien, contrairement à une dette qui finance un investissement productif comme une formation ou un bien qui prend de la valeur. Le problème, c'est que ces dettes agissent comme des sangsues invisibles, drainant petit à petit ton énergie financière sans que tu ressentes la douleur immédiatement, contrairement à une vraie blessure. C'est exactement comme un seau percé. Tu peux verser autant d'eau que tu veux dedans. Si les trous ne sont pas bouchés, le seau ne se remplira jamais vraiment. Beaucoup de gens travaillent dur, gagnent davantage, mais restent toujours au même niveau de richesse parce que leurs dépenses et leurs dettes augmentent à la même vitesse que leurs revenus, un phénomène que les économistes appellent parfois l'inflation du style de vie. Identifier chaque fuite, qu'il s'agisse d'abonnements oubliés, de crédits à la consommation ou d'achats compulsifs, c'est commencer à colmater le seau avant même de penser à le remplir davantage. La projection est puissante. En éliminant méthodiquement ces fuites, sur 12 à 24 mois, beaucoup de personnes libèrent une capacité d'épargne qu'elles ne pensaient même pas possible auparavant. J'ai connu une période où plusieurs petits crédits à la consommation s'accumulaient sans que je réalise vraiment leur poids cumulé jusqu'au jour où j'ai tout listé sur une feuille. Et le choc a été suffisant pour déclencher un vrai changement de comportement. En quelques mois de remboursement priorisé, cette pression mentale constante a disparu, libérant une énergie que je ne savais même pas avoir perdue. Éliminer les dettes toxiques n'est pas seulement une question de chiffres,
C'est une libération psychologique qui ouvre l'espace pour construire plutôt que pour simplement survivre. Une fois ce poids retiré, la discipline suivante devient possible. Reprendre le contrôle total et conscient de chaque dépense. Maîtrise tes dépenses avec une discipline de chirurgien là. Cinquième discipline exige une rigueur presque chirurgicale dans la façon dont tu gères chaque dépense, grande ou petite. L'erreur la plus fréquente, c'est de croire que la maîtrise budgétaire est une corvée ennuyeuse réservée aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, alors qu'en réalité, ce sont souvent les personnes les plus fortunées qui suivent leurs dépenses avec la plus grande précision. Pense à un chirurgien en pleine opération. Il ne fait aucun geste superflu. Chaque mouvement est calculé, intentionnel, parce qu'une erreur peut coûter cher. Tes dépenses fonctionnent exactement pareil. Chaque euro dépensé sans intention claire est un petit coup de bistouri mal placé dans ton avenir financier. Cela ne signifie pas vivre dans la privation totale, mais plutôt dépenser consciemment en alignement avec tes vraies priorités, plutôt que par automatisme ou par émotion. Les recherches en finance comportementale montrent régulièrement que la plupart des achats impulsifs sont déclenchés par une émotion, stress, ennui ou envie de récompense immédiate, et non par un besoin réel. En tenant un simple tableau de suivi pendant seulement 30 jours, beaucoup de gens découvrent qu'ils dépensent chaque mois l'équivalent de plusieurs centaines d'euros sur des choses qu'ils ne se souviennent même plus avoir achetées. J'ai fait cet exercice moi-même un mois entier, notant absolument chaque dépense, même les plus petites, et j'ai été stupéfait de découvrir combien de petits achats anodins s'accumulaient en une somme significative à la fin du mois. Cette prise de conscience seule, sans même changer immédiatement de comportement, a suffi à réduire naturellement mes dépenses inutiles de près d'un tiers. La discipline du suivi crée une forme de respect pour ton propre argent, comme si chaque euro devenait un petit employé que tu places intentionnellement là où il sera le plus utile. Une fois que tu contrôles parfaitement ce qui sort, il devient temps de t'assurer que ce qui rentre ne dépend pas d'une seule et unique source fragile. Diversifie tes sources de revenus comme on diversifie ses graines là. Sixième discipline, t'invite à diversifier tes sources de revenus car dépendre d'une seule source, c'est comme construire une maison sur un seul pilier. Tout semble stable jusqu'au jour où ce pilier unique cède sous la pression. Beaucoup de personnes dépendent entièrement de leur salaire. Et lorsque ce salaire disparaît à cause d'un licenciement ou d'une crise économique, c'est l'ensemble de leur stabilité financière qui s'effondre du jour au lendemain. Pense plutôt à une rivière puissante. Elle n'est jamais alimentée par une seule source, mais par de nombreux petits ruisseaux qui se rejoignent et créent, ensemble, un courant beaucoup plus fort que chacun d'eux pris isolément. En 2026, avec l'essor du travail indépendant, des revenus passifs digitaux, de l'investissement accessible à tous via des plateformes simplifiées, il n'a jamais été aussi facile de commencer à créer plusieurs petits ruisseaux de revenus en parallèle de ton activité principale. Cela ne signifie pas tout abandonner du jour au lendemain pour se lancer dans 10 projets à la fois, mais plutôt construire patiemment, un ruisseau après l'autre, sans jamais dépendre uniquement d'un seul. Quelqu'un qui possède un emploi stable, un petit investissement locatif, quelques actions en bourse et une activité complémentaire en ligne traverse une crise économique de façon totalement différente de quelqu'un qui ne possède que son salaire unique. Une connaissance dans mon entourage a commencé par vendre quelques créations artisanales le week-end en complément de son emploi, sans grande ambition au départ. Et cette activité secondaire représente aujourd'hui près d'un tiers de ses revenus totaux. La diversification n'élimine pas tous les risques, mais elle les répartit intelligemment, de sorte qu'un seul coup dur ne puisse jamais tout détruire d'un coup. Cette discipline demande de la patience et de la régularité, car aucun ruisseau ne devient une rivière en une seule nuit. Une fois plusieurs sources stabilisées, la discipline suivante devient cruciale, savoir rester patient et discipliné face aux fluctuations naturelles du temps et des marchés. 7. Investis avec patience et discipline, même quand tout semble s'effondrer.
La septième et dernière discipline concerne la patience et la maîtrise émotionnelle face aux marchés et aux investissements sur le long terme. L'erreur la plus coûteuse que commettent les investisseurs débutants, c'est de paniquer et de tout vendre dès que les marchés chutent, transformant ainsi une perte temporaire sur papier en une perte réelle et définitive. Lors de la grande crise financière de 2008, par exemple, ceux qui ont vendu leurs actions en panique au plus bas du marché ont figé des pertes immenses, tandis que ceux qui sont restés patiemment investis, voire qui ont continué à investir pendant la baisse, ont vu leur portefeuille non seulement récupérer mais largement dépasser leur valeur initiale dans les années qui ont suivi. C'est exactement comme un joueur de poker expérimenté. Il ne réagit jamais émotionnellement à une mauvaise main, il garde son calme, applique sa stratégie sur la durée, sachant qu'une seule partie ne définit jamais le résultat final d'une longue carrière de jeu. La discipline ici consiste à accepter que les marchés montent et descendent naturellement, que c'est même la condition normale de toute croissance durable et que la véritable richesse se construit sur des années, voire des décennies et non sur des mois. Statistiquement, les investisseurs qui restent investis sur de longues périodes, sans paniquer à chaque fluctuation, obtiennent presque systématiquement de meilleurs résultats que ceux qui essaient frénétiquement de timer le marché. J'ai personnellement traversé une période de baisse significative de mes investissements et j'avoue avoir ressenti une forte envie de tout retirer pour sécuriser ce qui restait. Une réaction purement émotionnelle et non rationnelle. En choisissant de rester discipliné et de ne rien toucher, ces mêmes investissements ont non seulement récupéré leur valeur dans les mois suivants, mais ont continué leur progression bien au-delà. Cette discipline de patience n'est pas naturelle pour le cerveau humain. Programmée pour fuir la douleur immédiate, c'est précisément pour cela qu'elle distingue les personnes réellement riches de celles qui restent éternellement instables financièrement. Maîtriser cette septième discipline, c'est accepter de jouer le jeu long, celui qui récompense rarement la précipitation, mais presque toujours la constance tranquille. C'est cette discipline, l'image de toi-même, la maîtrise de tes pensées dominantes, le réflexe de te payer en premier, l'élimination des dettes toxiques, la rigueur dans tes dépenses, la diversification de tes revenus et la patience face au marché ne sont pas des secrets compliqués réservés à une élite. Elles demandent simplement de la conscience, de la répétition et la volonté de changer des habitudes profondément ancrées, parfois depuis l'enfance. Bob Proctor a consacré sa vie à rappeler que la richesse extérieure n'est jamais qu'un reflet de la richesse intérieure que tu as construite en toi-même, pensée après pensée, décision après décision. En 2026, le monde continuera de changer, les technologies évolueront, les marchés fluctueront, mais ces 7 disciplines resteront aussi solides et pertinentes qu'elles l'étaient il y a des décennies. La question n'est plus de savoir si ces principes fonctionnent, mais si tu es prêt, dès aujourd'hui, à en choisir un seul et à commencer, vraiment, à l'appliquer dans ta vie.